et directrice opérationnelle du pôle expertise RH et sociale. Et moi, je vais vous présenter ce matin les arrêts maladie Covid-19 applicables depuis le 10 janvier. Et donc, Fabien Vautour, je suis expert comptable sur le bureau d'Amboise en Touraine pour Baker Tilly Strego. Et on va se partager effectivement les mesures clés de la loi de finances 2021 avec Pascal Beignet. Alors, bien, bonjour à tous pour ce nouveau numéro du Flash Actu. Effectivement, dans un premier temps, on vous présentera une sélection de quelques mesures clés pour la loi de finances pour 2021. Et puis, donc, Liliane prendra le relais avec les nouveautés des arrêts de travail pour également cette année 2021. Alors, pour la bonne compréhension de tous, nous vous remercions de conserver vos caméras et vos micros fermés. En fin de présentation, si le temps nous le permet, eh bien, nous répondrons aux questions que vous pouvez nous laisser dans la zone afficher la conversation que vous avez en haut sur la droite de votre écran. Vous pourrez également retrouver le replay de ce flash sur notre chaîne YouTube à partir de l'après-midi. Alors, nous allons commencer sans plus attendre la première partie de notre intervention sur la fiscalité des entreprises. En seconde partie, nous nous intéresserons à la fiscalité des particuliers. Alors, premier élément de la fiscalité des entreprises, premier dispositif que l'on a choisi de vous présenter ce matin, la réévaluation libre du bilan. Alors, une mesure, j'en suis désolé, assez technique. Elle vise à inscrire vos immobilisations à leur valeur réelle et non plus à leur valeur comptable. Ce qui fait que quand on prend la valeur comptable, eh bien, on retient finalement au bout de 5 ans que vos matériels ne valent en règle générale plus grand-chose sur le plan comptable. Et donc, l'écart entre cette valeur comptable et cette valeur réelle, cette plus-value latente, si on peut l'appeler ainsi, on l'appelle écart de réévaluation libre. Et on va l'inscrire dans un compte de réserve au niveau des capitaux propres de votre entreprise. Donc, l'intérêt essentiel de cette mesure, encore une fois technique, c'est de soutenir les capitaux propres, notamment lorsqu'ils ont été fragilisés, et en particulier par la crise que nous traversons. L'élément essentiel, c'est que ça vise à éviter la perte de la moitié du capital, ou en tout cas à réduire son impact, et évidemment la mauvaise publicité qui est autour de cette perte de la moitié du capital. Ce qui est important de noter, c'est que il s'agit des immobilisations corporelles et financières avant tout, et les incorporels, tels la valeur de fonds commercial, n'est pas concernée par cette réévaluation libre. L'inconvénient de cet écart de réévaluation, cette plus-value latente, comme je vous le précisais, c'est que ça nécessite de constater un produit imposable, donc avec une fiscalité immédiate. Il est non distribuable, ça nous gêne un peu moins, et par contre, on ne peut pas l'imputer sur les pertes comptables, c'est-à-dire que c'est deux éléments différents et ça n'impacte pas votre compte de résultat. Évidemment, l'écart de réévaluation pourra être incorporé au capital de votre entreprise. Alors, la vraie nouveauté de cette loi de finances, Fabien, si tu veux passer, voilà. La vraie nouveauté de cette loi de finances, c'est que sur option, vous aurez la possibilité d'étaler cette plus-value latente, cet écart de réévaluation, sur 15 ans s'agissant des constructions, sur 5 ans pour les autres biens amortissables, et s'agissant des immobilisations non amortissables, on pense au terrain par exemple, eh bien là il y a un sursis, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien jusqu'au moment où la vente est calculée, et là il y a une fiscalité par rapport à la valeur d'origine.
la résultante de ça, c'est qu'au moins, sur le plan fiscal, eh bien, on a un impact réduit de la mesure, ce qui facilite la décision de réévaluer vos actifs. Alors, il y a des inconvénients. D'abord, le nouveau dispositif ne fonctionnera que lors de la première réévaluation libre qui sera réalisée entre des bilans clos au 31 décembre 2020 et des bilans clos au 31 décembre 2022. Donc, une phase là, de 3 exercices pendant lesquels on va pouvoir utiliser cette mesure, mais ce sera qu'une seule fois. Autre contrainte, elle reste à préciser, mais il y a un formalisme qui vient compliquer un peu tout ça et qui nécessite un suivi chaque année des réintégrations qui seront pratiquées. Donc voilà pour ce dispositif de la réévaluation libre. Alors maintenant, une autre opération dans le même état d'esprit que la réévaluation libre, c'est l'opération de cession-bail. Hein. Cette dernière a également pour but d'améliorer non pas les capitaux propres, mais là, pour le coup, la trésorerie des entreprises suite à la période de crise sanitaire qu'on a vécue et qui est toujours en cours d'ailleurs. Donc, pour rappel, on pouvait déjà faire ce type d'opération. Hein. L'idée, c'est lorsqu'une entreprise possède à l'actif de son bilan un immeuble d'exploitation, c'est mieux. Elle pouvait le céder à une société de crédit bail qui va ensuite lui louer et pour lui racheter à terme sur une valeur résiduelle quasi nulle. Eh bien, cette opération que l'on pouvait déjà faire impliquait bien dans la plupart du temps une plus-value imposable. Eh bien, là encore, l'article 33 de la loi de finances va permettre un étalement de cette plus-value sur option. Donc, la plus-value réalisée lors de l'opération de cession de bail. Et cet étalement, il va être sur la durée du nouveau contrat de crédit bail, sans pouvoir excéder 15 ans, mais en général, les contrats n'excèdent jamais 15 ans. Donc les immeubles dont la cession à une société de crédit bail concernés sont les immeubles d'exploitation liés à l'activité de l'entreprise, et les cessions concernées doivent être réalisées entre le 1er janvier 2021 et jusqu'au 30 juin 2023, à savoir qu'il faut avoir un accord de financement avant le 31 décembre 2022. Donc voilà pour cette mesure qui permet également de se refinancer pour avoir un peu plus de trésor. Alors maintenant, un autre dispositif, un autre dispositif ou une autre nouveauté celle-ci n'est pas favorable. Les organismes de gestion agréés vont perdre un avantage progressivement. Alors vous le savez, si votre revenu professionnel est aujourd'hui taxé à l'impôt sur le revenu, l'OGA vous évite de devoir payer un impôt sur 1,25 fois votre revenu professionnel. Eh bien, ce coefficient de majoration va peu à peu se réduire, et ainsi, par exemple, pour votre revenu de l'année en cours, eh bien, quelqu'un qui n'adhérerait pas à un organisme de gestion agréé serait taxé sur la base de 1,15 fois son revenu. Par contre, l'avantage de la réduction d'impôt pour les frais de comptabilité pour les plus petites entreprises eh bien, est maintenu, mais à terme, il va disparaître. Donc, c'est la fin programmée vraisemblablement des organismes de gestion agréés. Donc, voilà pour ce nouveau dispositif. Alors ensuite, je vais vous parler moi des taux d'impôt sur les sociétés. Alors pas forcément de nouveautés concernant le taux réduit, puisqu'il reste à 15% dans la limite de 38 120. La seule nouveauté se situe dans les conditions d'éligibilité à ce taux réduit. Avant, le chiffre d'affaires maximum était de 7 630 000. Désormais, c'est passé à 10 millions, donc un peu plus d'entreprises éligibles au taux réduit. Je rappelle également qu'en termes de taux normal d'imposition, donc comme désormais on est à 28% pour les entreprises qui clôturent
en 2020. Et pour les entreprises dont l'exercice ouvre à compter du 1er janvier 2021, eh bien, le taux passera à 26,5, puis 25% pour les exercices ouverts au 1er janvier 2022. Donc, le gouvernement maintient la trajectoire de baisse à ce jour, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, parmi les nouveautés de cette loi de finances, eh bien, on va retrouver un dispositif dont on a beaucoup parlé, qui, malheureusement, en l'état en tout cas de la loi de finances, a un impact plutôt réduit, puisque le crédit d'impôt en faveur des propriétaires de locaux professionnels qui auraient abandonné une partie des loyers, eh bien, concerne simplement les loyers abandonnés au titre de novembre 2020, donc le second confinement. Alors, quelle que soit la qualité du bailleur, vous voyez noté, personne physique ou personne morale. Également, on va s'attacher à l'activité qui est exercée au niveau du local, puisque seules les activités ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public eh bien, peuvent faire bénéficier leurs propriétaires de ce crédit d'impôt, ou celles pour lesquelles l'activité principale exercée rentre dans le cadre de l'annexe 1 du décret de mars 2020. Cette annexe 1 représente les métiers qui ont été les plus fortement impactés par la crise. On va y retrouver les restaurants, les hôtels, tout ce qui tourne autour de l'événementiel, du tourisme, etc. Donc, une liste réduite finalement, même si évidemment ces métiers-là ont été extrêmement impactés. Donc ça, c'est les éléments concernant le local et le loyer. Le locataire, enfin la qualité du locataire joue aussi. Alors bon, avec des effectifs qui doivent être inférieurs à 5 000 €. Il ne doit pas être en difficulté, enfin il ne devait pas être en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'Union européenne, et il ne doit pas non plus être sous le coup d'une liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Particularité également, lorsqu'il y a un lien de dépendance entre le bailleur et son locataire, eh bien là, attention, vigilance, le bailleur doit être en mesure de justifier, de prouver les réelles difficultés de trésorerie de son locataire. Donc là, il faut être extrêmement vigilant. Si l'ensemble de ces conditions-là sont réunies, eh bien, vous pourrez bénéficier, enfin, si vous êtes propriétaire, d'un crédit d'impôt qui est malgré tout significatif puisqu'il représente 50% du montant du loyer abandonné, ou lorsque l'effectif du locataire dépasse les 250 salariés, eh bien, le crédit d'impôt est plus limité, c'est 50% des 2/3 du loyer. Si on veut faire simple, c'est 33% du montant des loyers abandonnés. Donc voilà, un dispositif malgré tout limité aujourd'hui, mais qui pourrait éventuellement se pérenniser sur 2021 avec de nouvelles évolutions. Alors maintenant, un nouveau dispositif aussi, crédit d'impôt, rénovation énergétique. Alors là, toujours dans le but de relancer les entreprises et notamment celles du bâtiment. Donc le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique concerne les PME au sens de l'Union européenne imposées au régime réel et concerne la rénovation de bâtiments à usage tertiaire pour partie ou totalement achevés depuis plus de 2 ans et affectés à l'activité opérationnelle de l'entreprise. Les dépenses concernées doivent être réalisées par une entreprise à qui on confie les travaux, évidemment, pour relancer le secteur du bâtiment, et doivent être engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Donc, à titre d'exemple, dans les dépenses concernées, on va retrouver un chauffe-eau solaire collectif, par exemple, une pompe à chaleur, mais à chaque fois, évidemment, il y a des conditions pour être éligible à ce crédit d'impôt. Alors, le crédit d'impôt, il va être d'un montant de 30% du prix de revient des dépenses engagées
et ça concerne les matériaux et la pose. Le, le crédit d'impôt va être plafonné à 25 000 euros concernant la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. Et il est à noter que si vous avez perçu déjà pas mal de subventions, eh bien, vous devez respecter le règlement des minimis en la matière sur l'ensemble de vos subventions. Les impôts locaux, maintenant, Pascal? Oui, alors les impôts locaux, c'est là où on va retrouver l'essentiel des efforts de l'État à destination des entreprises, avec un premier impôt qui est la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Cette CVAE est purement et simplement divisée par deux. Alors d'abord, elle concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 500 000 euros, puisque les autres étaient déjà exonérés avant et le seront en 2021. Et puis, toutes les entreprises taxables, je vous fais grâce des formules de calcul, mais retenez que les plus de 50 millions de chiffre d'affaires payaient autrefois jusqu'en 2020, 1,5% de leur valeur ajoutée, et c'est réduit à 0,75%. L'ensemble des dégrèvements qui sont liés au chiffre d'affaires sont également divisés par deux. Et vous saviez, quand vous dépassiez 3 000 euros de CVAE, vous deviez payer des acomptes. Eh bien, là aussi, les acomptes, il faudra les payer si vous dépassez 1 500 euros de CVAE au titre de l'année précédente. Donc, clairement, toutes les bases sont divisées par deux. Autre élément qui évolue cette fois-ci favorablement, la CET. Alors pour rappel, la CET, c'est la somme de deux impôts, la CVAE dont je viens de parler, et puis la CFE, la contribution foncière des entreprises, qui est basée donc sur la valeur locative de vos bâtiments, de votre local. En cas de création d'entreprise ou d'établissement, eh bien, on avait une exonération au titre de l'année de création. Depuis le 1er janvier dernier, toutes les créations et les extensions vont pouvoir bénéficier d'une exonération de 3 ans, 3 années, mais nouvelle condition, les collectivités territoriales qui bénéficient de ces sommes, eh bien, devront avoir délibéré dans ce sens. Et nouveauté, il faudra que la demande vienne du contribuable, mais ce ne sera pas automatique. Donc voilà les grandes nouveautés autour de l'impôt, des impôts locaux, et notamment voilà. CET dans sa globalité. Ok. On va passer maintenant à la fiscalité des particuliers. Oui. Fabien, si tu veux. Du coup, concernant la fiscalité des particuliers, alors des petites nouveautés, des petites nouveautés. On va commencer notamment par le barème de l'impôt sur le revenu. La petite nouveauté, c'est que la première tranche passe de 14% à 11%. Voilà, après, évidemment, les tranches sont revalorisées. Alors là, il est à noter que la tranche à 11% est légèrement réduite au profit de la tranche à 30% pour ne pas trop y perdre quand même en matière d'impôt sur le revenu. Nouveau dispositif également, un nouveau crédit d'impôt là pour l'acquisition et la pose de systèmes de charge pour véhicules électriques. Alors pour les propriétaires, locataires et occupants à titre gratuit de leur résidence principale, le crédit d'impôt est égal à 75% des dépenses, mais dans la limite seulement de 300 euros par système de charge. Et donc, voilà, c'est assez limité quand même. Les dépenses doivent être engagées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. On peut noter également depuis le 1er janvier 2021 un élargissement de la prime rénov' aux ménages les plus aisés, aux copropriétés et aux propriétaires bailleurs,
Là encore, l'objectif est de relancer le secteur du bâtiment en permettant à plus de personnes d'accéder à la prime rénov'. Je rajoute concernant la prime rénov' qu'il y a des sommes qui sont dégressives, hein, en fonction des revenus, de sorte que quelqu'un avec un faible revenu perçoit une prime rénov' bien plus importante que quelqu'un qui est dans le 9e ou 10e décile comme indiqué ici. Voilà, et effectivement, les ménages les plus aisés rentrent dans le processus, mais avec des primes rénov' qui sont quand même assez limitées. Alors, dernier dispositif que l'on connaît bien, hein, puisque le dispositif Pinel est en place depuis quelques années maintenant. L'État considère que c'est un dispositif qui coûte pas mal d'argent au budget. Et du coup, on voit d'année en année des contraintes supplémentaires, ou en tout cas moins de projets qui vont pouvoir bénéficier de ce dispositif Pinel. Alors c'est le cas notamment cette année avec l'ensemble des investissements qui doivent être réalisés simplement dans l'habitat collectif. L'habitat individuel ne peut plus prétendre au dispositif Pinel. Et pour rappel, eh bien jusqu'en 2022, la réduction d'impôt qui est associée à ce dispositif, elle est de 12% pour un engagement de 6 ans, et elle est de 18% pour un engagement de 9 ans. La nouveauté, c'est qu'on programme une baisse des taux de réduction d'impôt à partir de 2023. Donc vous voyez, 10,5% pour un engagement de 6 ans et 15% pour un engagement de 9 ans à partir de 2023. On descendra à 9% sur 6 ans et 12% sur 2024, sachant qu'entre-temps, il y aura évidemment des élections et possiblement encore des variations sur ces sujets. Donc voilà notre sélection. Alors, si un dernier petit mot concernant le Pinel, hein, pour rappel, soyez vigilants, hein, c'est vraiment la date de signature de l'acte notarié qui compte pour bénéficier du taux de réduction. Donc clairement, il faudra signer chez le notaire avant le 31 décembre 2022 si on veut bénéficier sur 9 ans des 18%. Sinon, ce sera 15% pour une signature en 2023. Donc voilà la sélection que nous avons faite, hein, qui n'est pas exhaustive évidemment de la loi de finances pour 2021, qui représente une masse importante d'articles, et on s'est cantonné à simplement vous présenter dans ce temps qui nous est imparti les principaux dispositifs, en tout cas les dispositifs qui nous apparaissaient les plus novateurs. On va passer maintenant aux sujets sociaux avec la nouveauté de l'arrêt de travail. Liliane. Merci Pascal, merci Fabien. Donc en effet, je vais évoquer le décret du 8 janvier qui est paru au journal officiel de Neuf. C'est suite à des annonces gouvernementales où depuis le 1er janvier pour les cas contacts et le 10 janvier pour les salariés qui présentent des symptômes de la COVID-19, eh bien, il y a des nouvelles mesures de prise en charge des arrêts maladie par la sécurité sociale et également par l'employeur. Alors, donc, je vais principalement Bonjour à évoquer tous, les excusez-moi de vous couper. salariés. Le diaporama, visiblement, ne défile plus depuis les tranches, depuis l'imposition sur le revenu avec les tranches. Désolé, excusez-moi. Bah, alors moi, pour autant, ça défile. Là, je suis bien rendu aux Alors, arrêts de travail. je suis pas tout seul parce que j'ai une autre personne qui est également dans le même cas, si on suit la discussion. Alors, je sais pas comment faire parce que moi, de mon côté, ça défile bien. Chez moi aussi. Chez moi aussi. Est-ce que vous pouvez peut-être vous déconnecter, puis on va vous faire rentrer dans la salle? Je fais ça, merci. Ouais, merci.
On va attendre juste 3 secondes le temps que vous le fassiez. Donc ça s'était arrêté aux tranches d'impôt. Donc bon, on va pas revenir sur le reste de toute façon. Hop. Tu me dis, Frédéric, quand c'est bon. On est reparti. Ah, visiblement, vous étiez quand même quelques-uns à être bloqués sur les tranches d'impôt. Bon, eh ben, on est reparti. Liliane, excuse-nous de ce contretemps. C'est pas grave, c'est de la technologie et c'est du direct. Donc, je disais que je vais surtout m'attarder pour le temps qui nous est imparti sur le nouveau cas, c'est-à-dire les salariés qui présentent des symptômes de la COVID-19, puisque le cas contact existait déjà en 2020 et il s'agit d'une prolongation des dispositifs de 2020 dès le 1er janvier 2021. Concernant les salariés présentant des symptômes de la COVID-19, c'est vraiment un nouveau dispositif pour 2021 pour limiter notamment la propagation de l'épidémie. Alors, salariés présentant des symptômes, c'est notamment fièvre, toux, maux de tête, etc. Eh bien, le législateur incite le salarié à s'isoler. Alors, cependant, une question à se poser, c'est que est-ce que le salarié est en mesure d'assurer son emploi en télétravail ou pas? Si le moindre symptôme, mais cependant, il peut assurer son emploi en télétravail, évidemment, il ne va pas se déclarer en arrêt de travail. Par contre, si le salarié ne peut pas travailler de chez lui, en fait, ne peut pas assurer son emploi en télétravail, eh bien là, on va rentrer dans le dispositif pour les arrêts dès le 10 janvier et débutant le 10 janvier et après le 10 janvier. Alors, et bien sûr, il ne suffit pas d'avoir un arrêt de travail, mais également, il est nécessaire d'avoir l'obligation d'un test sur les symptômes. Ce sont les 2 conditions majeures. Alors, Fabien, est-ce que tu peux passer le pot qui suit? Voilà. En fait, ce matin, il y a 8 points d'attention. Vous, en tant qu'employeur, toujours les éternelles questions, c'est les emplois qui peuvent être mis en télétravail ou pas et les mesures de protection pour se dire, dès lors qu'un salarié est dans le cas d'un cas contact ou qui présente des symptômes, eh bien, est-ce qu'on peut l'isoler soit dans le monde de l'entreprise parce qu'il y a toutes les mesures de protection, ou également, est-ce que son emploi est en télétravail ou pas? Ensuite, il y a les cas ciblés, bien sûr, pour pouvoir bénéficier des mesures du législateur, à savoir la prise en charge des arrêts maladie par la sécurité sociale. Eh bien, il faut rentrer uniquement dans ces cas. Les personnes vulnérables, par exemple, ce n'est pas du tout un arrêt de travail pris en charge par la maladie, c'est de l'activité partielle. Donc, ce cas-là ne rentrera pas dans ce dispositif. Le dispositif du législateur là, du 10 janvier, c'est valable jusqu'au 31 mars. Est-ce que ça sera reconduit? On ne sait pas. Ensuite, ce qu'il faut retenir en 3e point d'attention, c'est que les formalités émanent de l'assuré. L'assuré, c'est le salarié. Si l'assuré ne déclare pas qu'il est salarié symptomatique sur le site en ligne amélie.fr, eh bien, son arrêt de travail ne sera pas pris en compte. Si le salarié va voir son médecin traitant, eh bien, le fait d'aller voir le médecin traitant et d'avoir un arrêt de travail ne rentrera pas dans le dispositif dérogatoire. Donc, il faut vraiment rentrer sur le site d'Amélie et respecter les consignes. Les consignes, c'est déclarer donc l'arrêt. Ensuite, c'est de faire le test dans un délai de 2 jours. Et puis, lorsqu'on a le résultat, eh bien, le législateur prévoit maximum 4 jours. Dès lors qu'on a les résultats du test, qu'ils soient positifs ou négatifs, le salarié doit déclarer sur le site d'Amélie le résultat du test. Si le test il est négatif, eh bien, le salarié reprend son travail.
Donc là, on peut dire qu'il a un arrêt maximum de 4 jours. Si le test est positif, eh bien, l'arrêt de travail sera prolongé par l'assurance maladie jusqu'au 7e jour, puisque les 7 premiers jours, c'est pour notamment l'isolement du salarié. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'assuré qui doit faire ses formalités. Ensuite, le fait de faire ces formalités par le site d'Amélie, eh bien, en fait, le salarié va être indemnisé dès le premier jour. Il n'y aura pas de délai de carence de 3 jours qui est prévu normalement pour tout arrêt de travail par la sécurité sociale. Il n'y a pas les conditions d'ancienneté. Il n'y a pas non plus, ces arrêts ne sont pas pris en compte dans la durée d'indemnisation sur une année, puisque au-delà d'un certain nombre de jours d'arrêt, eh bien, on peut être plafonné par année. Mais là, ces arrêts-là n'entrent pas dedans. Et puis, le salarié bénéficiera du complément employeur, puisque il n'aura pas non plus le délai de carence de 7 jours. Donc, c'est important d'avoir ces notions-là. Ensuite, ce qu'il faut retenir de ces nouveaux arrêts, bien sûr, hein, puisqu'il y a eu des arrêts en 2020, peut-être pour que certains salariés ont cumulé des arrêts en 2020, plus de nouveaux arrêts en 2021, etc. Nous allons arriver bientôt au terme d'une période de référence de congé. Certains, si vous dépendez du secteur bâtiment, travaux publics, votre période de référence des congés s'arrête au 31 mars. Pour d'autres, vous avez des accords d'entreprise où les arrêts s'arrêtent, la période de référence peut s'arrêter au 31 janvier, 28 février, mais la période de référence légale, elle, dans tous les cas, s'arrête au 31 mai. Et là, il faut savoir que sur cette année, eh bien, il va falloir compter quand même le nombre de jours d'arrêt du salarié hors activité partielle. Et si les arrêts cumulatifs dépassent 30 jours, eh bien, on aura la possibilité de réduire le nombre de jours de droit à congé, puisque dès lors qu'on a plus de 30 jours d'arrêt sur la période, eh bien, les droits à congé peuvent être amputés. Donc, il y aura peut-être un petit calcul à faire, notamment de cette année. Ensuite, sur le bulletin de paye, eh bien évidemment, ces arrêts devront être mentionnés. Alors, pas le motif, hein, mais l'absence doit apparaître, le complément employeur doit apparaître. Et puis également, vous, en tant qu'employeur, vous devez disposer des justificatifs. Donc, le salarié devra vous fournir le récépissé de sa déclaration et également la prolongation de l'arrêt si le test était positif. Alors moi, ce que je peux dire pour terminer, le conseil d'experts aujourd'hui en tant qu'employeur, bien sûr, vérifiez bien les modalités du télétravail dans votre entreprise, les mesures de protection, les conditions de mise en activité partielle pour bien distinguer les différents arrêts et également les fiches de poste des salariés, parce que c'est la fiche de poste qui va déterminer si on peut mettre le salarié en télétravail ou pas. Et bien sûr, en complément, c'est de toujours mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques, de bien communiquer régulièrement sur ces nouveaux dispositifs et ne pas hésiter également à actualiser vos notes d'information internes pour pas qu'il y ait des abus ou quoi que ce soit en termes d'arrêt, en termes de fraude. Voilà ce que je peux vous dire sur ce nouveau dispositif d'arrêt maladie qui va rester en vigueur jusqu'au 31 mars. Donc là, bien, nous avons dépassé de quelques minutes et nous vous prions de nous en excuser. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre flash actu. Nous serons donc le 22 et nos thèmes principaux seront les obligations RH du premier semestre et notamment 2 thématiques, les entretiens professionnels et les index d'égalité traitement hommes et femmes. Voilà, et donc nous vous souhaitons une bonne journée. Nous vous remercions pour votre présence et puis encore toutes nos excuses pour ces petits problèmes technologiques de tout à l'heure. Les joies du direct. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.
Au revoir.